19h passé de quelques 32 minutes maintenant. Eh bien, nous prenons l'antenne avec 2 minutes de retard. Je le dis, écoutez, c'est pas grave, c'est du direct. Vous avez reconnu le générique de CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Alors, une émission un peu spéciale. Ce soir, on va déroger à l'habitude et à ce que l'on fait d'habitude dans cette émission. Comme nous avions organisé un débat pour les primaires de droite entre les deux tours, ce soir, j'ai le plaisir, au nom du CRIF Marseille-Provence, sous la houlette, bien évidemment, de Bruno Benjamin, d'animer un débat sur l'entre-deux tours, mais cette fois-ci des primaires à gauche. Alors, sont présents sur cette antenne, puisque dimanche soir, il y a donc 2 personnalités, 2 politiques qui sont sortis, à savoir d'un côté Manuel Valls et de l'autre côté Benoît Hamon. Et ce soir, pour Marseille, j'ai le plaisir de recevoir Annie Lévy-Mosi-Konachie. J'ai réussi à bien prononcer votre nom. Alors, je suis super fière de moi. Vous pouvez. C'est pas toujours un exercice facile. Ah non, moi je me suis entraînée. Donc, vous représentez Manuel Valls. Alors, vous êtes conseillère municipale, conseillère communautaire à la ville de Marseille. Je note aussi que vous avez reçu en 2015 la Légion d'honneur qui a été donnée par Manuel Valls. Et face à vous, il y a le représentant de Benoît Hamon qui est Yannick Ohanessian. Nickel, ça file, ça coule. Parfait. Et là, vous êtes secrétaire de section Parti Socialiste dans les 12e arrondissement. Et pour représenter le CRIF Marseille-Provence ce soir, puisque Monsieur Benjamin, malheureusement, ne pourra pas être présent ce soir, Monsieur Jean Meyer, vous êtes membre du comité directeur. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avant de discuter avec nos 2 intervenants sur les différences sur leur programme, où on va prendre quelques petites rubriques. Pourquoi le CRIF Marseille-Provence, et là je m'adresse à vous, Monsieur Meyer, a voulu organiser les primaires de droite, un petit débat, les primaires de gauche. Quel était le but avoué ou le but caché derrière tout ça ? Très bien, merci de me donner la parole. Je voudrais tout d'abord que nous partagions ensemble une pensée affectueuse à l'endroit de Bruno Benjamin, qui n'est pas là ce soir parce qu'il a été enterré son père en terre d'Israël, et donc je tiens à lui rendre un hommage. Alors précisément, le CRIF que je représente ce soir, le CRIF Marseille-Provence, c'est l'organe de représentation politique de la communauté juive organisée. Toute l'année, le CRIF entretient des relations avec l'ensemble des représentants de la vie politique et civile, française et internationale, et bien sûr, le CRIF défend les valeurs républicaines et démocratiques. Après la forte participation de la primaire de droite en novembre 2016, a eu lieu dimanche dernier, 22 janvier, le premier tour de la primaire de gauche. Nous avons au CRIF la volonté de promouvoir l'échange des idées entre les différents candidats et surtout d'inciter l'ensemble des membres de notre communauté, qui sont des citoyens, à aller voter. Lorsque le CRIF Marseille-Provence reçoit à l'occasion des primaires de la gauche les élus locaux ou les représentants de partis politiques, il est parfaitement dans son rôle et fait vivre la démocratie à la veille des élections présidentielles qui auront lieu, je vous le rappelle, dans 3 mois. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, si on s'intéresse à Manuel Valls et Benoît Hamon, alors on a 2 visions du socialisme, mais complètement à l'opposé l'une de l'autre. On a d'un côté Benoît Hamon qui, lui, est vraiment à la gauche du PS, et de l'autre côté, plutôt un social-libéral, on va dire. Social-démocrate. Un démocrate, d'accord. Alors, si on s'intéresse, on va dire, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'économie. Benoît Hamon, lui, critique la ligne du gouvernement. Manuel Valls, bien évidemment, lui, qui a mis en œuvre le tournant social-libéral de François Hollande, défend le bilan du gouvernement. D'un côté, alors j'explique juste quelques petits points, après vous pourrez vous exprimer pour que les gens comprennent bien. Donc d'un côté, Manuel Valls, lui, encourage les heures sup par la défiscalisation. Lui veut faciliter, entre autres, l'accès de PME au marché public. Et de l'autre côté, Benoît Hamon, lui, est pour la réduction du travail par l'incitation fiscale et encadrer les rémunérations abusives des patrons. Voilà, en gros, d'un côté comme de l'autre, on voit que c'est totalement différent. Alors, je vous donnerai la parole à tour de rôle. Alors, Madame Mosi-Konachie, quand on parle d'économie, parlez-nous justement un petit peu de la vision de Manuel Valls, lui, pour augmenter les heures sup. On est de l'autre côté, on verra avec Benoît Hamon qu'on est dans une politique complètement différente. En bref, défendez son économie. Oui, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'associer à M. Meyer et présenter mes condoléances aussi à M. Benjamin. Je pense qu'il est dans une situation délicate et je me joins à lui. Bien sûr, et vous le rappelez,
Karine Manuel Valls défend les propositions et surtout défend la politique du gouvernement, mais il a aussi des propositions à faire pour un prochain quinquennat en tant que candidat à la présidentielle. Je rappelle qu'il était Premier ministre et donc il a participé à une partie de ce quinquennat, pas dans sa totalité, et donc il est aussi porteur de propositions qui sont réalistes dans un monde qui nécessite ce réalisme. Et donc pour reprendre les propositions de Manuel Valls concernant sa candidature et le prochain quinquennat, bien évidemment, lui, sa problématique, c'est pas de donner un revenu pour tous, mais c'est surtout de donner de l'emploi pour tous et répondre à un chômage qui est réel, et il est bien placé en tant que Premier ministre pour savoir à quel point il a été difficile d'inverser cette courbe du chômage qu'ils ont obtenue, il faut le dire aujourd'hui, avec grande difficulté, mais aussi, permettez-moi de replacer dans sa proposition économique l'emploi et la lutte contre le chômage comme une priorité aujourd'hui de ce candidat que je défends aujourd'hui. Alors pour Benoît Hamon justement, alors au niveau de l'économie c'est un petit peu différent. Bon, quand on parlera tout à l'heure du revenu, si vous le voulez, universel que propose. Moi je le cadrais plus dans le social plutôt que dans l'économies. Ça se rejoint un petit peu finalement, on peut en parler. Voilà, donc on peut l'encadrer on peut le mettre dans les deux cadres. Donc la vision de Benoît Hamon que vous défendez, elle est totalement différente, quoi. Elle est vraiment à l'opposé. Lui, il est carrément pour la réduction du temps du travail, ce revenu universel à 750 € pour tout le monde, qu'on travaille pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites expériences qui ont fait, mais il y a des petites échelles en Finlande, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Défendez un peu le programme économique et surtout, faites-nous bien comprendre ce revenu universel. Avec plaisir. D'abord, je m'associe également à M. Meyer pour des condoléances à l'attention de M. Benjamin. Je vous remercie de m'inviter sur ce plateau. Et à l'attention de vos auditeurs, je voudrais d'abord dire que il ne s'agit pas de deux gauches irréconciliables de ce qui est en train de se passer dimanche. Il s'agit de deux projets avec deux visions différentes pour penser l'avenir demain et pour aller jusqu'au bout de cette élection présidentielle. Sur les aspects économiques et sur le revenu universel, il s'agit de quoi ? En réalité, pourquoi on veut le revenu universel aujourd'hui ? Penser la société de demain, c'est d'abord se rendre compte que notre rapport au travail va radicalement changer. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à une situation telle qu'il y a aujourd'hui la robotisation qui est en marche, il y a la transition numérique qui est en marche, il y a, et à juste titre, et c'est très bien comme ça, toutes ces évolutions technologiques qui sont là partout. Il y aura besoin demain de penser différemment notre rapport au travail. Ce que dit Benoît Hamon par rapport à cela, c'est que il va justement libérer le travail, le revenu universel. Alors j'ai entendu toutes les critiques malheureuses sur l'utopie, sur Hamon l'irréaliste, sur Hamon finalement... Hamon le démagogue. Et voilà, par exemple. La réalité, c'est que je crois profondément qu'avec cette question-là, nous sommes ancrés dans le réel. Ancré dans le réel parce que la société d'aujourd'hui, c'est telle qu'on la conçoit avec ce revenu universel. C'est-à-dire qu'une société qui va bouger avec de vraies transformations et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire comme s'il y avait d'un côté les utopistes et de l'autre les gens du réel. Non, le réel, c'est cette société qu'on a face à nous. Y compris, je fais un parallèle parce que c'est très lié. On parlait de la question sociale, de la question économique. C'est lié, les deux sont liés. Les deux sont liés et sont extrêmement liés à la question écologique. Et que de penser la société de demain sans se rendre compte qu'il y a une planète qui va mal, c'est aussi aller dans le mauvais sens de l'histoire. Aujourd'hui, il y a le revenu universel, il y a la transition écologique et il y a bien sûr la question de la justice sociale. Tout ça est bien lié et c'est ces thématiques-là qu'il a voulu mettre dans le débat public pour sortir un petit peu aussi, je vais vous le dire, de toutes ces questions identitaires qui ont pourri le débat national depuis des mois. D'accord. Excusez-moi, voilà. Je vous coupe, mais quand on revient au revenu universel, et je vous en ai parlé hors antenne, c'est vrai que même M. Martinez de la CGT, donc c'est vraiment... Voilà, lui-même dit que
dans la philosophie, parce qu'on peut voir les choses comme quoi, on va donner un revenu universel à minima pour tout le monde, mais lui-même dit que lui pense que c'est la négation du travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous pose la question à vous deux, finalement. Rapidement, je laisserai Annie répondre également. Il n'y a pas de difficulté avec le travail, avec le revenu universel. Au contraire, c'est penser le travail. Simplement, c'est penser le travail différemment. Voilà. C'est-à-dire que demain, le revenu universel va permettre quoi ? Va permettre dans une société organisée à des hommes et des femmes de pouvoir s'épanouir différemment, avec un rapport différent au travail. S'épanouir différemment, c'est quoi ? C'est passer peut-être plus de temps avec sa famille, passer plus de temps avec un tissu associatif qui est mis à mal aujourd'hui, passer plus de temps dans ce que j'appelle le service à la personne demain. C'est tous ces aspects-là qui vont radicalement changer. On peut faire comme si ça n'existe pas, sauf que c'est là et que c'est pour les prochaines années et on ne pourra pas faire autrement. Madame Ozikonati, à vous ? Voilà, donc je vais reprendre cette définition du revenu universel. En tant que femme de gauche, ouverte sur une société réaliste, je suis surprise de cette proposition pour la France, c'est-à-dire dans une situation bien particulière. On n'est pas, je crois que le Koweït a quelque chose qui ressemble à ça, mais il a du pétrole et peut-être qu'il peut en effet... Mais plus de 400 milliards à sortir pour une proposition qui ne me semble pas justement égalitaire. Pourquoi ? Parce que cette proposition, elle est pour l'ensemble des habitants. Et or, aujourd'hui, on a plutôt, et c'est en tant que femme socialiste que j'analyse cette proposition, on a plutôt à diminuer les inégalités. Donner la même chose à quelqu'un qui, pour 750 € dans certaines poches, n'a pas la même signification que 750 € dans une autre poche. Et c'est pour cette raison, j'ai regardé avec beaucoup de bienveillance la proposition du candidat socialiste, et je me dis, je ne m'y retrouve pas, parce que moi, en tant que socialiste, c'est plutôt donner à ceux qui en ont le besoin et pas à tous. Notamment qu'on laisse de côté les personnes qui sont à la retraite. Et aujourd'hui, on sait que justement, les personnels qui sont à la retraite ont des fois des difficultés. Or, Manuel Valls a pris en compte la difficulté des femmes et des hommes qui sont retraités et revalorise justement ces retraites, ces petites retraites de 10%. Pour le revenu universel, Manuel Valls propose plutôt de fusionner les minima sociaux et proposer justement une facilité dans un certain point. Et il reprend une proposition qui était celle du gouvernement précédent de défiscaliser les heures supplémentaires et de revenir sur le barème des veufs et des veuves qui avaient laissé de côté un certain nombre de personnes. Donc aujourd'hui, il me semble que dans la société dans laquelle nous sommes, aujourd'hui en France, dans un monde, dans une structure européenne et mondialisée, ce revenu universel, pour ma part, est plutôt l'élément d'inégalité et surtout ne répond pas à un réalisme dont on doit faire preuve en tant que de justice sociale et surtout de volonté de ne pas utiliser plus de 400 milliards. Et d'ailleurs, je me demande où est-ce qu'on va les trouver. Voilà. Donc tout ça, c'est toute une réflexion que l'on a et c'est pour cette raison que Manuel Valls me paraît plus adapté à la situation d'aujourd'hui. Justement, Monsieur Ohanessian, je pense que vous brûlez d'impatience de répondre là. D'autant plus que le budget de la France, le budget global, c'est un peu plus de 2000 milliards d'euros. Et donc, 350 milliards par rapport au budget global, ça me paraît énorme. Justement, on va vous laisser déjà répondre et puis Merci. Vous allez nous expliquer où on va les trouver, ces sous. Alors, d'abord, je suis surpris de cette position, Annie, puisque je rappelle quand même à nos auditeurs que Manuel Valls lui-même, il y a quelques mois de cela, pas des années, quelques mois, au mois d'octobre dernier, prévoyait qu'il était possible en France de mettre en place un revenu universel, et parce que nous ne pouvions plus penser le travail de la même façon aujourd'hui que nous le penserions pour demain. Ensuite, je trouve que c'est faire preuve un peu de malhonnêteté intellectuelle que de présenter les choses de cette façon. D'abord parce que le candidat Benoît Hamon a dit ceci. Ça sera un revenu universel progressif, d'accord ? Progressif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous son quinquennat, la priorité, c'est d'abord de revaloriser de 10% le RSA, premièrement. Ensuite, c'est de donner ce revenu universel
à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Donc on est dans une démarche qui progressivement va évoluer. Évidemment qu'il y a sur cet aspect de revenu universel, une évolution naturelle qui va se passer. Ensuite, on lui a reproché finalement d'évoluer en fonction du temps de la campagne. Mais heureusement qu'on évolue. Heureusement qu'on essaie de s'adapter et que les choses ne sont pas arc-boutées et qu'on essaie de s'adapter pour penser l'avenir. Donc, première priorité sur le revenu universel, c'est d'abord pour les jeunes et pour les plus précaires. Vous savez, c'est combien ? C'est 40 milliards. 40 milliards, c'est l'équivalent finalement de ce qu'on a donné au CICE. Je rappelle juste que, par exemple, l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros aujourd'hui en France. Donc, des moyens financiers, il y en a. Simplement, ça s'appelle aussi du courage politique, c'est-à-dire quelles orientations on veut donner demain à notre économie. Je terminerai juste par une chose. On court depuis des années dans ce pays derrière un demi-point de croissance. Il faut juste peut-être se rendre à l'évidence que le plein emploi, d'accord, ça n'existera peut-être plus jamais. On a vécu les 30 Glorieuses, mais qu'aujourd'hui, on est dans une autre forme de société et qu'il va falloir peut-être accepter ces règles-là. On est à près de 6 millions de chômeurs. Finalement, on est heureux et je m'en réjouis de voir que finalement, on arrive à non pas inverser la courbe du chômage, mais de voir qu'il y a finalement un peu moins de chômeurs aujourd'hui qu'il y a 3-4 mois en arrière. Mais enfin, c'est quoi ? C'est rien du tout. La réalité, c'est qu'on est encore dans une société de beaucoup trop de nos concitoyens ne trouvent plus d'emploi. Et donc, cette question du revenu universel, elle est aussi liée à la question du partage du travail, parce que indéniablement, demain, des gens qui se retrouveront épanouis dans cette optique du revenu universel pourront aussi naturellement laisser place à une partie de leur travail, parce qu'ils auraient peut-être la possibilité aussi de se retrouver sur des emploi à mi-temps parce que de leur propre initiative, ce qui nous amènerait tout droit vers une réduction du temps de travail, ce qui me semble la solution la plus adéquate. Alors on va passer à un autre sujet, si vous le voulez, un sujet qui tient à cœur quand même tous les Français, c'est la sécurité. Alors au niveau de la sécurité, eh bien, il y a des positions un petit peu différentes aussi. Benoît Hamon, lui, dans son programme, après vous me dites si je me trompe, si j'oublie des choses, j'ai pris vraiment les points phares parce qu'en plus on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Donc lui, il veut favoriser les alternatives donc à la prison et rétablir la police de proximité. Manuel Valls, lui, a un programme un peu plus, on va dire, ciblé. Donc lui, il veut construire au niveau, si on se réfère aux prisons, lui, au contraire, veut construire beaucoup plus de places en prison. En revanche, vous êtes d'accord, les deux candidats sont d'accord sur un point, c'est celui de recruter 5000 gendarmes et policiers sur 5 ans et d'augmenter le budget de la défense. Alors, on connaît quand même les positions de Manuel Valls au niveau de la sécurité. Madame Mosi-Konatchi, parlez-nous-en. Je pense que tout le monde et les auditeurs de Radio JM ont en mémoire le rôle phare que Manuel Valls et avec son ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, ont joué le rôle principal qu'ils ont joué aux côtés du président pour notamment les attentats qui ont vraiment endeuillé notre pays. Je crois que Manuel Valls connaît bien ce sujet, puisqu'il l'a montré avec quel courage et quelle ténacité, quelle responsabilité d'homme politique il a abordé cette problématique. Je crois que, bien sûr, la police de proximité, tout le monde est d'accord pour dire M. Sarkozy l'a enlevé, et je pense que ça a été une grosse erreur. Donc on est d'accord, je pense, Yannick et moi, sur la nécessité, bien évidemment, de remettre cette police et tout ce trame, ce réseau associatif autour, justement, des citoyens pour faire du lien, pour faire de la sécurité, parce que je crois qu'il ne faut pas dissocier sécurité et lien. Excusez-moi, Madame Mosi-Konatchi, je vous coupe, parce qu'on voit au niveau des deux programmes que vraiment il faut augmenter le budget de la police, le budget d'autres, etc. Il y a une enquête qui est sortie dans Le Parisien la semaine dernière, juste vendredi dernier, sur justement les policiers de Marseille. Et quand on lit l'enquête, on s'aperçoit que ce sont des gens qui travaillent avec pas du tout de moyens, que des images choquantes, c'est-à-dire quand on voit que certains, moi je me suis intéressée à cet article, ça concernait Marseille, puis je m'intéresse un petit peu à tout, on voit par exemple que des policiers, quand ils doivent rentrer dans des maisons, ils ont besoin de béliers, on est d'accord ? Et la photo était impressionnante puisque c'était avec des trucs de parc de stationnement, quoi, qui prenaient des commissariats dans un état de délabrement total. Alors, c'est sûr que donc il y a du boulot,
boulot à faire. Mais il y a du boulot. Parce que c'est de ce que disaient les policiers, ils ont aussi, bon, on peut être pour, on peut être contre, mais ils travaillent dans des conditions assez difficiles aussi. Mais c'est pour ça, quand j'entends François Fillon dire qu'on va enlever 500 000 fonctionnaires, je suis surprise. Je suis surprise parce que déjà aujourd'hui, avec une volonté de pouvoir renforcer ce corps, et on se retrouve avec un candidat, et même si on sort un peu des primaires, on est quand même là pour faire de la politique. Se dire, mais comment peut-on enlever 500 000 fonctionnaires? Où est-ce qu'il va les enlever? À l'hôpital? Est-ce qu'il va les enlever à la police? Voilà. Donc, ce sont des vraies questions. Donc, renforcer la sécurité, bien évidemment. Renforcer les moyens donnés à la police, bien évidemment. Renforcer aussi les places de prison me paraît être aussi, dans le cadre de la politique de sécurité, aussi nécessaire. Maintenant, il y a une réflexion qu'il va falloir avoir, et c'est en tant que médecin, là aussi, et aussi porte-parole de Manuel Valls, représentante sur le département, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir former et les psychiatres, et les psychologues, et tout le corps qui prennent en charge, justement, tout ce qui correspond à cette petite délinquance qui, aujourd'hui, sont aussi thrombose nos lieux d'incarcération. Donc, Monsieur je crois que c'est Wannessia, vraiment une politique à mener de façon globale. Et attendez, je n'ai pas terminé. Je pense qu'aujourd'hui, le tissu associatif, et je sais que dans la communauté, l'importance de ce tissu associatif doit permettre une solidarité, une réflexion à avoir de façon générale, parce que la formation des psychologues, des psychiatres, des associations et même des responsables associatifs doit se faire avec le corps enseignant que l'on doit aussi former pour pouvoir affronter une nouvelle situation, aussi bien de la petite délinquance, mais des attentats, etc. Et je crois que ça aussi, c'est un pays tout en marche qui doit se mettre en place. Et ça aussi, je crois qu'il faut l'associer à cette réflexion. Et Manuel Valls l'intègre totalement dans son programme, notamment éducatif. Monsieur Wannessia. Oui, simplement, c'est trop important pour que nous ne puissions pas prendre quelques instants sur les aspects de la sécurité et de ce qui nous a touchés au plus profond de notre chair sur le territoire français avec les attentats. Simplement, je remarque que Manuel Valls était encore il y a peu le chef du gouvernement et qu'il y a encore dans le programme de 2012 cette idée de vouloir remettre la police de proximité. Malheureusement, force est de constater que ça n'a pas été forcément le cas sous ce quinquennat. C'est pas la réalité, ça, Yannick, on est d'accord. Si, c'est la réalité. Il y a un énorme effort qui a été fait. Oui, parce que je t'ai laissé parler, Annie, merci. Et ce que vous savez, il y a encore si peu de temps, nos élus locaux se sont battus pour pouvoir garder des commissariats ouverts dans différents arrondissements de Marseille. Je pense notamment dans les quartiers nord de Marseille, mais aussi dans les 4e et 5e arrondissements. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. La police de proximité, évidemment, c'est une proposition de Benoît Hamon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi demain, cette volonté de vouloir réorienter un certain nombre de forces de police sur des aspects qui nous semblent essentiels, notamment sur le renseignement. On a vu que sur les questions des attentats, là où il y avait besoin de renforcer les forces de police, c'était aussi sur la question du renseignement qui semble essentiel dans la période. Autre chose, ça fait lien, excusez-moi, je suis obligé d'en parler, parce qu'il est le seul à avoir eu ce courage, et c'est rare dans la classe politique, Benoît Hamon, d'aborder la question de la légalisation du cannabis. Pourquoi j'en parle là? Parce que c'est lié. Pourquoi c'est lié? Parce que demain, avec cette question de la légalisation du cannabis, où on a vu que finalement l'interdiction, la prohibition n'a jamais fonctionné, en tout cas n'a jamais empêché les gens de fumer, et il y a une grande hypocrisie autour de cela. Et pourquoi j'en parle là? Parce que demain, c'est le moyen aussi d'utiliser toutes ces forces de police qui sont concentrées sur la prohibition du cannabis pour pouvoir les réorienter sur des choses qui nous paraissent beaucoup plus essentielles dans la société, y compris sur toutes ces questions d'attaque de terrorisme sur le territoire. Il y a besoin de mettre toutes nos forces là-dessus, et c'est juste encore là aussi finalement des passerelles qui pourraient exister entre toutes nos forces de police et de gendarmerie, et de pouvoir comment on peut faire dans les différents services pour améliorer. Et puis cette idée de dire qu'il manque cruellement de matériel, ils sont démunis, souvent démunis, et donc c'est à nous de leur donner les
les moyens. Et effectivement, là où on se retrouverait avec Annie, c'est évidemment sur les aspects du programme de François Fillon, où pour le coup, clairement, cette idée de vouloir supprimer 500 000 fonctionnaires, il y a clairement 3 piliers de la République où il ne faudrait surtout pas s'attaquer et où il a l'intention de le faire et où son prédécesseur Nicolas Sarkozy l'avait déjà fait. C'est évidemment l'hôpital, la santé, c'est la police et puis c'est l'éducation nationale. Et là, pour le coup, on est d'accord tous les deux pour dire qu'il y a vraiment massivement besoin de réinvestir et de réinjecter de l'argent dans ces 3 piliers de la République. Je voulais juste rajouter un mot. Je pense que tous les auditeurs ont quand même, et c'est une réflexion qu'il faut avoir au niveau de l'État, ont été sensibles aux militaires qui ont dû surveiller les lieux de culte et les écoles de la communauté juive. Je crois que c'est important de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on est, compte tenu de la situation de terrorisme qui nous touche. On pensait être à l'abri de cette situation. À qui aurait pensé qu'un jour en France, on aurait eu besoin des militaires pour défendre les lieux de culte? Qui aurait pensé qu'un jour, on soit amené à avoir des militaires devant certaines écoles professionnelles? Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement... on est dans une situation très particulière. Justement, excusez-moi, je vais vous couper de cette situation particulière. Après, je peux me tromper, mais c'est vrai que dans les années 90, quand même, il y avait un collectif de professeurs qui avait sorti un fameux livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Et on voyait déjà dans ce livre où les profs alertaient... Alors, on parle d'éducation, mais l'éducation, ça rejoint beaucoup de choses. Les profs alertaient sur la montée du radicalisme dans les cités, de l'antisémitisme aussi, qu'il fallait pas... et d'un nouvel antisémitisme qui montait. Et moi, j'ai l'impression que dans les années... qu'on entend maintenant ce qui a été dit à travers tout ce collectif, mais il y a des années en arrière. Donc, ça tombe pas comme ça, aussi sur le coin d'une oreille, je sais pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Et moi, j'ai envie de vous poser la question à vous deux, même peut-être en enlevant les étiquettes politiques, mais comment on a pu voir venir ce qui se passe maintenant? C'est ça, moi, la question que je me pose et que je vous pose. Juste d'un mot. Il y a des sujets où les mots ne suffisent plus. Voilà. Il y a des sujets, lorsqu'on aborde la République, lorsqu'on aborde et qu'on brandit la laïcité, les mots ne suffisent plus. Le vivre ensemble, ça se décrète pas comme ça du jour au lendemain, ça se construit. C'est des années et des années. Et moi, je rêve de cette République, et c'est le sens du discours aussi de Benoît Hamon, où finalement un juif, un musulman, un chrétien, une femme, un homosexuel ne se sentent plus écartés de cette République, ne se sentent plus du bas-côté de la République. On a besoin de rassembler toutes nos forces, d'être ensemble, parce que c'est faire front commun face à des choses inouïes qui nous arrivent depuis quelque temps sur le territoire. Le problème, c'est que les mots ne suffisent pas, il faut les actes. Et justement, alors je vous passerai la parole après pour vous exprimer sur ça, parce que malheureusement, il nous reste pas beaucoup. M'exprimer sur ça. Voilà, beaucoup de temps. Et donc après, pour embrayer finalement sur le mot de la fin, on sait que la situation est compliquée, de ne pas être tenté par des votes un peu extrémistes. Alors justement, je voulais quand même revenir sur ce problème d'antisémitisme qui est manifeste. Et vous l'avez très bien dit, Karine, on aurait pu l'anticiper. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, et Yannick, tu le prends pas mal ce que je vais te dire, mais quand je découvre le porte-parole de Benoît Hamon et toute la proximité qu'il a avec certaines personnalités, notamment Marwan Mohamed du CCIF. Je suis un peu étonnée lorsque je vois le porte-parole de Benoît Hamon prendre des positions qui sont surprenantes par rapport à un amendement sur le boycott. Mais c'est pas à la hauteur, ça. Non, mais on mélange les gens. C'est pas à la hauteur du débat, Annie. Voilà, mais à mon avis, je crois qu'on doit faire attention. Il faut être vigilant. Et Karine, quand vous parlez de vigilance, je crois qu'elle se situe à tous les niveaux de notre vie. Je ne parlais pas que d'antisémitisme, je parlais aussi de radicalisme musulman. Je parle de tout. Je parlais de radicalisme musulman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous une responsabilité de faire attention où on met les pieds. Parce qu'il y a des glissements qui peuvent se faire, et je ne pense pas que Benoît Hamon partage
l'ensemble de ces valeurs. J'en suis même persuadée. Mais je crois que c'est aux femmes et aux hommes politiques de faire attention aujourd'hui, parce que notamment sur les réseaux sociaux, il est facile de répondre et facile d'être associé à des valeurs que l'on ne doit pas partager, nous en tout cas, en tant que socialistes, humanistes et solidaires de l'ensemble des habitants de notre pays. Voilà un peu notre réflexion. Oui, l'objectif, c'est l'élection présidentielle. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans ce pays, nous ne nous retrouvions pas dans une situation telle que, au second tour de l'élection présidentielle, nous obligions finalement les concitoyens français de choisir entre le Front National et la candidature de François Fillon. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a aujourd'hui besoin, face à une droite dure, excusez-moi du terme, de François Fillon, et surtout un dangereux programme de Marine Le Pen, d'avoir une gauche qui s'assume, qui se renouvelle et qui soit fière de ses valeurs et qui s'unissent ensemble pour porter un projet politique pour l'avenir de ce pays. Voilà. Et pourtant, on a des raisons quand même d'avoir peur. Si on voit au niveau international, on a l'impression qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. Alors, ça a commencé avec le Royaume-Uni, le Brexit. On continue aux États-Unis avec Donald Trump. On arrive maintenant ici aux élections 2017 où on ne va pas se cacher. Tout le monde a peur que le Front National débarque par des désillusions, par les attentats, par un contexte économique, politique, social, etc. Mais moi, j'ai envie de vous demander comment faire pour redonner envie, pour que les gens croient encore en la politique. Moi, ça me paraît compliqué. Je vous parle sereinement, sincèrement. Merci Annie. Juste prendrai la parole. Vraiment, voilà, je vais vous parler juste d'une situation qu'on est à Marseille autour de la candidature de Benoît Hamon. Susciter de l'intérêt pour la politique. Aujourd'hui, les gens, finalement, il y a un certain décrochage lié à la politique, lié finalement ce qu'on appelle le système. On l'a vu, et vous avez raison, avec Donald Trump, avec le Brexit, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je vais ramener ça, excusez-moi de le faire comme ça, mais à quelque chose de très terre-à-terre de ce qu'on vit aujourd'hui autour de la candidature de Benoît Hamon. Clairement, on a organisé un meeting le 13 janvier dernier avec Benoît Hamon en seulement quelques jours. Si vous avez vu ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui sont venus spontanément pour venir écouter Benoît Hamon parce qu'il suscitait de l'intérêt, parce qu'il redonnait espoir, en tout cas pour, je dirais, les électeurs de gauche. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a besoin de redonner espoir. Pour redonner espoir, il faut un projet, il faut un cap. Il faut être capable de parler pour demain. Qu'est-ce qu'on propose à la société de demain ? Moi, vous savez, je suis papa de 2 jeunes enfants, mais je vous le dis avec beaucoup de sincérité, je me pose des questions. Quelle société on va leur laisser demain ? Quelle planète on va leur laisser demain ? Et c'est à toutes ces questions qu'on doit être en capacité de répondre aujourd'hui, et c'est la responsabilité, effectivement, des hommes et des femmes politiques qui, finalement, ont des discours à chaque fois considérant qu'ils sont, eux, hors du système, etc. Et finalement, ils sont toujours rattrapés par le système, où il y a toujours, finalement, des affaires qui viennent un petit peu les mettre à mal sur leur engagement politique. On a besoin de la sincérité, du courage et un discours de vérité. Voilà. Madame Modiconati. Oui, Madame Lévi Modiconati, parce que je ne perds pas mon nom de jeune fille. Hein. Ah, vous avez bien raison. Moi, je l'ai récupéré. Voilà, donc voilà, en plus, ça peut se récupérer. Moi, j'ai récupéré. Donc, on sait toujours qu'il faut toujours faire un peu attention aux arrières. Voilà. Non, ce qui est important, et la question est essentielle, c'est aujourd'hui, je crois que les gens qui votent ont besoin de transparence. Déjà, la transparence, et on voit un petit peu les dégâts qu'on est en train de voir avec l'histoire de la femme de François Fillon. Je crois qu'on a besoin de transparence. Mais on a également besoin de justice sociale, de solidarité, de fraternité. Justement, vous parlez de cette histoire. Excusez-moi, je vous coupe. Je crois que c'est de ça. Voilà, je vous parle de cette histoire justement de des hommes et des femmes politiques qui soient intègres. Mais quand on voit ça, responsables. Excusez-moi, quand on voit ça, voilà, moi je suis une citoyenne lambda. Je vois que c'est vrai. On va être honnête, et c'est de tous les bords, hein, que ce soit de gauche ou de droite. Il y a souvent des affaires financières, des machins, des emplois fictifs. Est-ce qu'on peut comprendre que les gens en aient marre ? Je pense que le plus difficile en politique, c'est de savoir dire non. Et je pense qu'on sait très bien dire non quand on n'est pas intéressé par quoi que ce soit. Et je crois que c'est ça que les citoyens attendent de leur classe politique. Une classe intègre, sincère et courageuse, et qui soit en capacité de permettre de la solidarité entre les femmes et les hommes. Et je crois que Manuel Valls correspond tout à fait à cette personne,
en étant sincère dans son discours, jusqu'à être clivant. Mais je pense que des fois, il faut dire les choses, il ne faut pas mettre la poussière sous le paillasson. Il sait être précis, courageux, sincère et surtout responsable. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître à Manuel Valls ses qualités de pragmatisme, de responsabilité qu'on attend, et bien évidemment avec une transparence qui est nécessaire. Bien, voilà. Alors moi, ce que je voudrais, c'est inviter... Alors le mot de la fin, et comme ça après, M. Wannessi, on donnera le mot de la fin. On aura peut-être le même mot de la fin, j'imagine. C'est surtout de vraiment venir dimanche voter à ces primaires. Elles ont du sens, elles ont beaucoup de sens. Qu'on soit de droite ou de gauche, on peut venir s'exprimer. On a 2 candidats, et on vient de le montrer, qui ont un socle commun, c'est celui de la justice sociale, et je pense que Yannick, tu es d'accord avec moi, c'est ce qui fait notre fondement, mais qui présente des propositions différentes. Mais de fait, aujourd'hui, vraiment, j'invite les citoyens qui nous écoutent à venir dimanche, très nombreux, voter pour nos primaires. Voilà. Merci. Monsieur Wannessi. Oui, je regrette que nous n'ayons pas eu plus de temps, mais j'aurais... Il faudra demander à la direction de nous donner plus de minutes d'antenne. C'est ça, je voulais aborder la question des réfugiés. D'ailleurs, travailler pour nous. Moi aussi, j'avais très envie d'en parler, mais malheureusement, des gens... Voilà, mais c'est juste simplement parce que pour aidez-nous, rappeler direction, pour rappeler plus de moments. À Annie que sur la question en tout cas de la solidarité, je pense que c'est partagé. Ouais, c'est partagé. Je suis pas sûr que ce soit la même notion de solidarité vis-à-vis de Manuel Valls, parce que le discours de Munich et de ce qu'il en a dit sur l'accueil des réfugiés en Allemagne par Angela Merkel. Mais enfin, globalement, pour le mot de la fin, oui, il y a besoin de faire un choix clair pour dimanche prochain. Ce que je propose, moi, avec la candidature de Benoît Hamon, c'est une option. Il ne se revendique pas comme l'homme providentiel. Il dit simplement que, voilà, il y a une option qu'il propose. Il ne détient pas la vérité. Mais c'est aux hommes et aux femmes de gauche de venir s'exprimer massivement dimanche prochain. Ils l'ont déjà placé en tête dimanche dernier. Voilà, qu'on transforme l'essai dimanche prochain pour ensuite aller sereinement vers l'élection présidentielle. Merci. Je me joins, moi, en tant que membre du CRIF, membre du comité directeur, aux propos des 2 intervenants, pour dire à toute la communauté, à tous les membres de la communauté juive de Marseille et d'ailleurs, d'aller voter. Merci. C'est le seul moyen d'exprimer son sentiment. Il faut aller voter. C'est la règle de la démocratie. On y croit, merci. On y croit, Monsieur Meyer. Merci, Madame Lévy Musiconati, d'avoir été présente sur cette antenne. Yannick Ohanessian, merci à vous aussi infiniment. Et moi, je vous dirais une chose avant qu'on se quitte. Eh bien, puisque vous êtes tous 2 des politiques, redonnez-nous le sens de l'humain dans la politique et dans la vie. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.